Bonjour à tous. Merci. Merci Alpecraft. Merci les organisateurs. Merci les sponsors. Kaizen, Tulip, Applied Materials, Sogilis et aussi les anonymes et les billets plus. C'est chouette comme idée. Bravo. Si j'enlève la souris, vous aurez un vrai plein écran. Je suis Guillaume Saint-Étienne, je code, comme dirait Arnaud, depuis beaucoup trop longtemps, et moi je suis encore très loin de la retraite. Et je suis plus vieux que toi. Non, pas tout à fait. J'ai fait beaucoup de mauvais code. J'ai commencé mes premières lignes de basique avec le ZX81. Vous pouvez déduire mon âge de tout ça, parce que j'avais 11 ans sur le ZX. Donc j'ai vraiment commencé voilà, avec des trucs très très mal outillés pour avoir des choses plus satisfaisantes aujourd'hui, heureusement. Qu'est-ce qui m'a donné envie de parler du code comme d'une chose publique ? Ça fait longtemps, je vais commencer à approcher le sujet un peu différemment. Mais en fait, quand je vais dans ma librairie préférée, celle-ci est à Toulouse, ça s'appelle Ombre Blanche. Mais vous avez équivalent de librairies indépendantes à Grenoble, à Lyon, partout. J'ai vu la place que prenait la littérature qui était proposée au grand public. Et encore plus ces temps-ci, je me suis dit, bah, ça intéresse, le code n'intéresse pas que les codeurs. Et j'ai quand même essayé d'avoir une vision un peu empirique de quelle place vraiment, à travers les ouvrages, on consacre à l'écriture du code, versus tout le rayon qui dit parler du numérique. Et cet emplacement, soigneusement choisi, dit des choses. Cette photo, c'était il y a plus d'1 an, et du coup, je l'ai reprise récemment, le même rayon. Ah oui, pardon, ça c'est donc du coup notre chasse gardée, très bien, là où les gens n'osent pas trop aller. Et bon, j'imagine qu'il y a plus de bouquins et peut-être plus de ventes. J'aurais dû demander les ventes. 9 mois plus tard, cette photo, et donc récemment, bah, le rayon du bas, là, il était un peu réapprovisionné différemment, et ça parle que d'IA. Et du coup, presque autant, pas loin, par rapport à juste savoir faire du code. Du coup, voilà, je pense c'est la perception que quelqu'un qui va en bibliothèque peut avoir ce qui se passe dans le monde du logiciel, pour le dire très largement. Du coup, bah, nous, écrire du code. Ouf. Donc nous et le code, c'est une vieille histoire. Alors nous, bah, je me place un peu les humains dans leur ensemble, pas que nous ici, pas que moi. C'est une vieille histoire. Bah, l'histoire de l'informatique, vous la connaissez, et finalement, enfin, en regardant, ça fait presque un siècle, 90 ans, on est passé de la carte perforée à... Blah. Donc c'est pas mal. Ça fait une certaine progression. Si on regarde les premières formes, enfin des premières formes de code qui étaient le pilotage de machines automatiques comme un métier à tisser jacquard, c'est 2 siècles à peu près. Mais je voulais explorer c'est un peu les notions fondamentales et un peu presque philosophiques qui peuvent se cacher derrière le code. Et il y a quelques ouvrages que j'ai lus qui m'ont inspiré fortement ce talk. Notamment la première codification. En fait, les sociétés humaines ont cherché à un peu codifier leurs usages. Avant de codifier des machines, on s'est cherché à s'auto-coder, au moins coder les interactions. Les premiers à avoir fait ça avec brio, ce sont les Égyptiens et Lewis Mumford, donc un autre penseur de l'évolution des techniques et des sciences, décrit ça comme en fait une méga machine, la codification d'une méga machine dans laquelle les rouages sont juste les humains. Voilà, donc on pourrait peut-être considérer que c'est une première forme de code un peu abstrait et en même temps concret qui se concrétise par des lois en fait. Du coup, ces lois, cette idée de loi, et
C'est un peu, enfin, c'est beaucoup raffiné au cours de l'histoire humaine. Et quelqu'un qui en parle bien, c'est Alain Supiot, entre autres, qui est professeur au Collège de France, qui était, pardon. Et moi, j'ai bien accroché sur ce bouquin, La gouvernance par les nombres. Donc au début, il y a beaucoup de choses dans l'introduction du bouquin qui m'ont fait penser à mon actif de codeur. Notamment cette idée de loi idéale, qu'on appelle ensuite code civil, code de la route, code pénal, tous les codes en fait portent un idéal de loi et une idée d'objectivité. Loi inspirée, enfin, dans un idéal, inspirée des lois de la nature. Les lois de la nature sont, au moins pour le mouvement des astres, plutôt de l'astrologie, quelque chose qui paraissait comme idéal, universel, tout le temps à l'heure, enfin tout le temps prédictible, etc. Et qu'on a essayé d'appliquer à des textes qui, eux, sont plus soumis à interprétation. Derrière cet idéal d'une loi parfaite, il y a aussi des mathématiques, une envie d'harmonisation, d'abord des relations entre les gens, et d'essayer de caler ça à des machines, au début des machines très simples de calcul, puis se dire mais le vivant c'est une grande machine, certes très complexe, mais elle aussi avec de la codification telle qu'on peut trouver dans un brin d'ADN par exemple, ou d'ARN. Ça nourrit l'idéal d'une machine capable de, très tôt, peut-être un jour remplacer des humains. Donc on a vu apparaître des automates. Et ce qui est assez rigolo, c'est que d'emblée, on a voulu leur donner une apparence humaine. Donc il y avait quand même un désir de dire l'homme est imparfait, il faut le rendre parfait, et que finalement, il pourrait se résumer un jour à quelques mécanismes. Alors, en plus, c'est joli. Enfin, moi, je trouve ça assez joli. La mécanique, c'est de l'horlogerie. Hein, et ça a été même théorisé en disant que toute la société pourrait se transformer pour être gouvernée par une méga machine, celle qui avait été, sans être pensée à l'époque par les Égyptiens, mais c'est Hobbes, 1600 et quelques, qui dit, qui émet l'idée d'une machine, le Léviathan, une machine à gouverner. Et puis après, ça a fait ça a germé, même si c'était un fantasme, entre guillemets, ou un idéal, ça a germé. Et il y a aussi des gens qui ont dit, si on serait gouverné par les machines, notre vie serait un peu aliénante. C'était un peu ce qui nous attend aujourd'hui. Cette idée de machine idéale, ensuite, quand les mathématiciens s'en sont emparés, ils ont d'abord pensé la machine avant de la réaliser. Donc la machine idéale était un truc sur papier, la thèse Turing-Church, d'une machine qui peut tout calculer à partir du moment où c'est décidable. Mais si je ne dis pas de bêtises, la notion de décidabilité est arrivée un petit peu après, au moins prouvé. On ne pourrait pas tout mettre dans une machine qui sait faire des calculs. Petit truc rigolo, j'ai appris récemment que la machine de Turing, on peut la faire avec n'importe quoi, des Lego ou même un jeu de cartes, un deck complet Magic, avec les bonnes tables symboliques. En quoi ça allait changer la société? Il a fallu encore un shift côté organisation humaine, et plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, il a fallu que pour que l'emprise des machines puisse bien opérer, il a fallu changer la vision de la justice. Les Américains ont fait assez fort là-dessus, en théorisant que rendre la justice devrait appliquer les mêmes principes que calculer, prendre des sciences de l'économie. Et que rendre une décision de justice, finalement, ça pourrait se résumer, pour le faire court, à un ratio coût-perte. Et du coup, à partir du moment où la société, surtout américaine, avait accepté, avait été un peu nourrie fortement de ces idées, il est assez facile, au moins là-bas, de remplacer des avocats par des algorithmes, voire peut-être même des jugements qui se font plus ou moins automatiquement.
Évidemment, ce n'est pas montré, mais il y a des calculs qui tendent à remplacer le jugement. Ça pose plein de problèmes éthiques, évidemment. Chez nous, pays européens, ça ne passerait pas, mais ailleurs. Du coup, la loi est quelque chose qui peut se coder d'autant plus facilement. Et à la fin, le code, devenant omniprésent, devient la loi. Ce qui peut poser problème. Donc j'avance un peu dans le temps à travers ces exemples. Ça pose problème quand le code qui est maintenant la loi est partout. Et ça date... on s'y attendait un peu. Et on va dire qu'avec l'avènement de la généralisation de l'usage d'Internet, c'est fait. Le logiciel, donc le code, a dévoré à peu près tout le monde. Il dévore des pans entiers de l'organisation des sociétés. Et un exemple que j'ai trouvé dans ce podcast assez super intéressant, en fait, que je vous invite à écouter en replay, c'est sur l'application Radio France, c'est comment l'architecture civile est vraiment aujourd'hui façonnée, contrainte par ce que les algorithmes ont déjà décidé. Donc le journaliste discute avec une architecte et qui, à un moment, j'ai capturé cette phrase aujourd'hui, la politique est dans les algorithmes, la politique de construction du bâti et donc des villes et donc de la cité et dans les algorithmes qui permettent cette fabrication. Et le problème, ces algorithmes, ils sont dans les mains d'entreprises pas très ouvertes. Donc c'est Adobe, le leader du marché. Ils en sont venus à construire des formats d'échange d'informations et de capture de l'information, de la méta-information dans le bâti civil. Et aussi, pas que les immeubles et les maisons, mais aussi les infrastructures, les ouvrages civils, les ponts, tout ce qu'on emprunte, les routes, tout. Jusqu'à penser que finalement, si on pense que les concepteurs et les sociétés qui emploient les concepteurs de ces algorithmes deviendraient le méga architecte, sont de fait le méga architecte de la cité. Dans l'épisode, elle parle du BIM, le Business Information Modeling, comme un outil de domination un peu de la façon de penser l'architecture et donc la façon de faire jusqu'à la forme même des bâtiments, jusqu'à l'écartement des fenêtres, jusqu'à quelque chose qu'on expérimente tous les jours. Peut-être qu'on aimerait vivre avec des fenêtres plus petites ou plus grandes, mais ça devient de plus en plus difficile d'échapper à la normalisation qui est liée à ces algorithmes. Tous ces algorithmes et donc le code qu'il y a dedans ne viennent quand même pas de nulle part. Ils sont le fruit d'une volonté. Ça vient pas par hasard. Volonté qui, pour moi, et pour beaucoup de gens, est synonyme de pouvoir, tout simplement. Déjà, et c'est assez rigolo parce que dans ce bouquin qui parle plus de société et d'économie, j'ai trouvé une phrase qui résonne avec ce qu'on fait à travers le code, qui dit que le code, en fait, comme une loi, comme un texte de loi, est une œuvre dont le résultat transpire les idées qui avaient été à l'origine de la volonté de sa création. Nous, on connaît ça sous la classique forme loi de Conway, je pense que tout le monde connaît ici. À peu près, oui. Je ne vous la refais pas, mais c'est marqué, donc les systèmes. Donc le code conçu à peu près la même façon que l'organisation qui le produit est elle-même organisée en interne. J'aime bien l'exemple de Microsoft où on ne sait plus trop les produits, qui fait quoi, est-ce que j'utilise Teams, SharePoint, machin. Vous êtes perdus, mais eux aussi, à l'intérieur, ils sont perdus. Du coup, écrire du code. Alors, j'ai récemment rayé... c'est quand même quelque chose qui donne énormément de pouvoir sur la société, sur les gens, et aussi sur le pouvoir sur ceux qui n'ont pas été formés à écrire ce code. Mais parlons d'abord des conséquences. Code qui
le côté architecture civile, ça c'était le côté, ça nous facilite quand même la vie de tous les jours, d'avoir des routes, des ponts, etc. Et des maisons qui tiennent debout. C'est moins rigolo quand on en vient à arbitrairement décider du sort des individus. Cet article que j'avais trouvé il y a un an dans The Conversation, il est très bien écrit, assez fabuleux, parce que quand on nous pose la question, coder nos valeurs dans les algorithmes, faire des essais avant d'envoyer ces trucs détruire des vies humaines, et jusqu'à ce que celui qui a écrit l'algorithme, l'article n'est pas un développeur, et qui parle d'humilité algorithmique. Enfin, j'ai trouvé ça assez fabuleux que des gens disent il faudrait qu'on soit un peu plus humble avec nos algorithmes. C'est pas trop les développeurs qui portent cette voix, c'est un peu dommage. Ou alors je l'entends pas assez peut-être. Mais il y a des voix pour porter ça, cet idéal. Du coup, dans l'écriture du code, je suis désolé pour ça, qui écrit du code, j'ai remarqué que l'organisation du code, de l'organisation des gens qui font du code, ressemblait beaucoup à ce que Platon avait théorisé, qui aurait des classes de citoyens capables d'écrire du code et d'autres capables de les encadrer. Et alors, je ne savais pas trop où me placer, craftsman, software craftsmanship, on est peut-être en bas, mais en fait, j'ai réinterprété cette pyramide en disant, bon, ceux qui ont le désir des choses, c'est plutôt ceux qui nous font remonter des besoins. Nous, on serait plutôt ceux qui ont l'esprit à coder. Et alors, cette notion de pyramide, évidemment, elle est lourde parce que le haut, on sent la gravité, on sent qu'il y a peu de monde en haut et beaucoup en bas, mais que ceux qui sont en haut ont plus de poids, bien que moins nombreux, que ceux du bas. Et donc là, ceux doués de raison, d'avoir la vision des choses seraient, on pourrait dire, nos architectes logiciels, pourquoi pas, mais vous pouvez avoir une autre interprétation que ça. En tout cas, ça met la pression sur les codeurs, les développeurs, développeuses, et le code qui en résulte. Donc il y a forcément derrière des enjeux qui deviennent politiques, au sens premier du terme, et la politique est partout, dans toutes les relations humaines, et comme ce code est produit par l'effet de désirs humains, forcément soumis à énormément de politique. Je pars sur un aspect plus concret du code pour voir où la politique peut s'appliquer. Déjà, qu'est-ce que le code lui-même? Aujourd'hui, celui qu'on manipule, il est né donc d'un idéal, d'une machine idéale qui était juste une somme d'équations sur papier. Il est devenu réel avec des machines. On peut faire un ordinateur, comme je disais, avec des Lego comme ça, et c'est capable de faire des calculs. A priori, tous les calculs, ça va être assez lent, mais ça va calculer. On peut aussi exprimer avec certains langages de programmation, avec des formalismes plus compacts, des problèmes très complexes en une seule ligne. Donc ça, c'est le jeu de la vie écrit avec a programming language. Un peu plus difficile à lire. Peut-être qu'Arnaud sait. Non, il sait pas. C'est joli. Enfin, moi, je trouve ça a une forme esthétique. On peut pas. Enfin, il y a un truc. Je ne sais pas si c'est humain, si ça vient de l'espace. Non, c'est APL. Non, c'est humain. Du coup, je compare le code à une porteuse et je fais l'analogie avec simplement les ondes radio. Donc, dans la physique des ondes radio, vous avez une onde ondulante, une matrice, la porteuse, qui est réglée sur une fréquence, et puis vous la modulez, vous la faites varier, et du coup, elle va charrier un peu plus d'informations que sa seule fréquence. Donc, soit en modulant l'amplitude radio onde longue, soit en modulation de fréquence onde courte. Et donc, comme dans toute théorie du signal, il y a la porteuse et il y a l'information utile. Et du coup, qui dit information utile dit bruit tout autour. Et ça se voit assez rapidement quand on voit, c'est du C#, qu'on peut coder la même fonction avec un nombre de lignes et donc du bruit sensiblement différent. Ça fait exactement.
Et derrière, on est obligé de penser, on ne peut pas aujourd'hui, étant donné qu'on se fait assister de plus en plus par des LLM et la façon dont ils sont faits, c'est qu'il y a un coût à analyser ça versus ça. Mais c'était vrai aussi pour les humains. On ne parlait pas de coût de token, on parlait de charge cognitive. Alors beaucoup de gens voulaient ignorer la charge cognitive parce qu'on leur a toujours appris la version de gauche et que pour eux c'était normal, naturel, et quand on leur présente quelque chose de plus compact, ils disent mais je comprends pas, mais juste parce qu'ils n'ont pas... Ils disent ça c'est plus compliqué, contre toute attente, mais c'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude de le lire et que ça requiert un autre apprentissage. Le LLM, lui, il s'en fiche. Par contre, en nombre de tokens, forcément, il va être plus efficace à droite. Autre plaidoyer pour que les gens codent écrivent un code plus facile. C'est pas qu'un nombre de tokens, c'est est-ce que, dans ma tête, j'arrive à mieux comprendre par le raisonnement, est-ce que mon raisonnement est plus court en lisant cette expression-là qu'en décortiquant pas à pas une boucle et des ifs et je sors et j'ai exception et s'il y a exception je fais quoi, etc. Forcément là la charge cognitive à gauche est plus lourde. Alors quand on me dit que des IA vont générer de l'assembleur ou qui finalement on n'a plus besoin des langages intermédiaires, personnellement je suis un peu au moins gêné, bon, j'y crois pas. Parce que bon, mais peut-être que j'ai tort, je sais pas. Du coup, quelle que soit cette formalisation, en tout cas, elle est activable, donc on peut la mettre dans quelque chose qui va l'exécuter. Il va vraiment se passer, le code va se mettre en mouvement, enfin il ne bouge pas, mais il va mettre des choses en mouvement. Et on va réaliser, on produit du code pour réaliser un service ou un service qu'ensuite on vend sous une forme de produit ou quelque chose qui va activer d'autres machines. Donc il y a un effet réel du code sur le monde. Donc ça reprend un peu la pyramide tout à l'heure, ce code est issu souvent d'un besoin souvent exprimé sous forme de spécification, et on le met en action. D'abord on le teste, c'est mieux, et puis il a vocation quand même à partir en production. Ça c'est le flux normal des choses, on voit encore que le code est quelque chose qui est au centre. Qui peut subir, comme je l'ai dit, des pressions un peu plus violentes et devenir une zone très sensible, voire même, on pourrait dire, un champ de bataille. Et c'est le cas, je pense qu'on a tous vécu des situations de stress où c'est juste du code, hein, après tout. Mais c'est l'enjeu de tellement de choses entre les gens qui veulent plus de code et ceux qui l'opèrent ou le rendent opérant, on va dire, les gens, je vais appeler de la prod. Ça aussi, ça a été théorisé. Il y a quelques écrits là-dessus. La bataille du code source. Je vais avancer un peu plus vite. Du coup, ces batailles ont lieu dans une organisation, celle des sociétés qui produisent ce code, donc les éditeurs logiciels, les ESN. Les projets, l'auto-organisation des projets open source ou son propre bureau si on fait du code tout seul sur un projet, un pet project ou juste son plaisir de coder. Et dans les grandes organisations, malheureusement, on retrouve quelque chose qui normalement était cantonné à l'industrie lourde, qui était la séparation de la tête et des jambes, telle que l'ont théorisé je vais dire John Ford, non, Henry Ford, et Taylor, d'où le taylorisme. Et au début, c'était aussi un idéal, c'était de dire il faut des gens qui optimisent le travail d'autres pour que ceux qui sont dans les rouages de la machine puissent travailler de manière plus efficace. Et ils avaient peut-être même un idéal qui était biaisé, hein, c'est plus facile, c'est plus cool de travailler dans une usine que de tirer des chevaux et planter des pommes de terre. C'était un peu leur idée que le monde industriel serait un monde idéal. Évidemment, on en est revenu, même si ce modèle existe toujours.
Et chez nous, il existe par le biais, pareil, de choses qui nous ont été présentées, nous les développeuses et développeurs, comme on va améliorer, on va aider ton travail. C'est toute l'agilité, c'est tout Scrum. Il va y avoir des facilitateurs, des gens qui vont faire que on travaillera plus vite, les sprints vont tout régler, les PO vont penser. Mais à la fin, malheureusement, l'important, c'est ce qui sort, c'est le code. Et que pour les gens qui sont plutôt à gauche et dans la partie haute de la pyramide, il y a encore un effet de magie. Et ils ne comprennent pas que quand ça ne marche pas, ils disent c'est la faute de la magie qui opérerait mal. Mais pour ceux qui font la magie, tout le reste, en dehors du code, c'est du bruit. Alors en plus, on a déjà notre propre bruit parce qu'on a plein de façons de développer, on a des langages qui sont comme ils sont, et des habitudes qu'on a prises et qui sont comme elles sont. Et quand en plus on vient nous contrôler encore plus notre travail de manière plus intense et avec une bureaucratie à étage démente, c'est toujours plus de bruit. Et pourtant, à la sortie, on n'attend toujours que du code. Rien n'a changé. Du coup, pour faire face à ces pressions, à ces envies de pouvoir, ceux qui ont le pouvoir de faire du code, ils s'auto-organisent. Alors, pour résister, je ne sais pas, mais au moins pour juste arriver à travailler, à survivre par rapport aux injonctions qu'on leur a données. J'ai vu tout récemment, ce film que je conseille. C'est un peu gore à certains moments, mais ces gens-là sont possédés par un virus qui les transforme sur le principe du blob, c'est des zombies blobifiés, et ils communiquent par le fait qu'ils sont reliés par cette espèce de fluide dégueulasse, et deviennent une méga entité. À l'heure actuelle, je pense à nous, développeurs, développeuses, qu'on devient de plus en plus assisté et de moins en moins autonome, qui a quelque chose un peu qui a tendance à nous diriger, un peu contre notre volonté. Est-ce qu'à la fin, on ne va pas finir comme eux? Mais je vous invite à voir le film. Donc, en attendant d'être blobifié et asservi peut-être par des IA. Pour l'instant, on s'est auto-organisé et les théories de la sociologie de l'organisation des groupes, ça fonctionne, on peut l'appliquer au seul groupe des développeurs. Donc les développeurs ont soit tendance à s'organiser avec les éléments du haut qui sont plutôt pyramidaux, ou plutôt une personne qui sait tout, ou plutôt un framework qui va vous expliquer exactement comment vous devez coder, et vous n'avez pas trop le choix de faire autrement que ce que le framework a décidé. Tout ça piloté par les gens, les architectes, et je vais en reparler, et des gens qui ont plus... cette image m'a excessivement choqué, je l'ai vu apparaître il y a peu sur LinkedIn. Soi-disant, là il a une figure christique, c'est le sauveur qui vient sauver le projet, qu'il a peut-être pensé, qui a peut-être même commencé à le coder, puis qui continue et qui est le représentant des gens d'en haut. Ils sont tous blancs, il n'y a pas de femmes. C'est assez horrible de produire une image comme ça aujourd'hui. Mais ça sort, c'est pas de problème. Du coup, cette position dominante de l'architecte, ça pourrait se résumer comme ça. Et même si on pense à des architectes un peu plus main dans le cambouis, qui sont vraiment avec les équipes et tout ça, ils n'en resteront pas moins des goulots d'étranglement. Parce que trop de responsabilités, parce que sur eux vient s'écraser tout, puisqu'ils savent mieux que les autres faire du code, soi-disant. On leur met un tas d'injonctions. Et ça ne se passe pas toujours. Je ne dis pas que c'est foiré, mais ça amène souvent à ça, à des gens qui pensent des sursystèmes, parce que ils ont la solution qui va couvrir tous les problèmes, et puis il n'y aura plus qu'à implémenter les détails. Et ça mène à de la complexité, à beaucoup de complexité.
Alors qu'il y a d'autres formes d'organisation, organisation duale et la fameuse organisation cellulaire. Alors je ne parle pas du blob, mais je pensais plus, ça m'a fait penser au mob programming. Je pense que tout le monde connaît, ou pas. Qui ne connaît pas le mob programming, au moins en théorie? Sinon, je vous renvoie au livre de son auteur. Pour l'organisation du groupe, donc là on a vu tout ce qui faisait autorité. On peut aussi concevoir l'organisation du groupe par le regroupement de leurs activités. Bon, Team Topologies a été le livre qui a un peu fait référence, mais qui s'est fait violemment critiquer. Vous aurez les slides et il y a cet article intéressant qui démonte le bouquin, tout, chapitre par chapitre, qui dit mais en fait rien n'est bon dans Team Topologies. Donc ça se lit. Enfin, il faut lire les deux. L'orientation de l'action, là plutôt de la sphère Product Management PO. J'ai tendance à penser que c'est utile. On s'auto-impose de la performance et on délègue la responsabilité de la performance à des métriques, communément acceptées, entre autres Dorametrics. Tout ça s'est développé dans ce livre que tout le monde a lu, Accelerate, donc j'accélère. La régulation des comportements par d'autres métriques, mais dans le code lui-même, donc des SonarCube et d'autres outils tiers comme ça, qui vont réguler ce que nous produisons, humains pour l'instant. Ou si on a des agents, on peut réguler les agents avec du harness, avec des harnais, sujet d'une autre présentation. On peut aussi réguler la production de code par des revues de code et ça c'est ma vie là, ma vie actuelle elle est là. Mais vraiment. Et je pense que ça devient un exercice de plus en plus malsain ces revues de code. Bon. Alors que il y a bien longtemps une méthodologie ou une façon de travailler qui s'appelait Extreme Programming nous disait mais non, revue de code peut-être, mais avant, fais du pair programming, fais des tests unitaires, fais de la négociation avec des pairs, avant de te faire fouetter en revue de code. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont dit bon, on a la revue de code, donc du coup on peut, et maintenant la revue de code automatisée, on peut éliminer les autres étapes, mais c'est bien dommage. Petit mot sur la parallélisation du travail, je pense que je vais le passer. Quoique, il est intéressant parce que sur les principes du taylorisme, ce qui était de découper les activités en tâches simples et répétitives, nous, dans le code, on découpe notre travail en petits incréments qu'on appelle commits. Donc pour moi, ça ressemble à un travail à la chaîne. Si je remets à l'endroit, ça fait ça. Si on fait des branches, ça fait ça. Si on fait trop de branches, ça devient... Alors j'étais dans des boîtes, ils faisaient vraiment ça. Et j'en pouvais plus de ce système de branche. Je demandais à ce qu'il le simplifie, mais non, c'était pas possible parce qu'il faisait ça. Tu comprends, on a toujours fait ça. Et je me sentais comme un de ces bonhommes là, mais les animaux qui vont de branche en branche, ce sont des singes, c'est pas des humains. Et venait évidemment le problème de, oui, il y en a plein partout, plus de branches, plus de conflits. D'où le pouvoir de résoudre ces conflits. Et donc je suis tombé dans une expérience récente sur la résolution sociale du conflit, où c'est à coup de messages dans un canal de discussion, où le chef il dit non, pas toi, tu dois corriger ça, toi, tu dois corriger ça, ça va pas. Et ça, c'est des échanges cool, mais il était beaucoup plus pushy. Donc des fois, ça invectivait sec. Ou bien, on peut revenir au code en tant que loi, que le code et la capacité de compiler, la capacité de se conformer à un système de type un peu plus exigeant et strict, où la résolution va se faire au moins sans invective humaine, on va dire. Bon, le meilleur moyen pour arriver à ça, c'est de ne pas utiliser de branche. Pour éviter ça, c'est de ne pas utiliser de branche. Du coup, le code a changé. Pourquoi ? Je vais vous plonger dans le temps. On va revenir en 1984, où à la télé française, et française uniquement, on pouvait voir cette publicité-là. En 1876,
Des milliers de gens apprenaient le morse, croyant que chacun aurait un télégraphe sur son bureau. En 1984, des milliers de gens apprenaient des langages inhumains, croyant que chacun aurait un micro-ordinateur sur son bureau. On n'apprenait plus à devenir une machine. Apple a inventé Macintosh. Voilà, ça résonne aujourd'hui un peu différemment. Il veut pas me le renvoyer. Donc on n'a plus besoin d'écrire du code, on écrit des specs. On savait déjà le faire avant les IA, on tentait en tout cas avec cette idée de spec exécutable, ça n'a pas trop marché avec Cucumber. Maintenant, passer du non-code au code, ça devient un rêve atteignable, c'est un rêve qu'on atteint. Est-ce qu'on l'atteint de manière suffisante, suffisamment stable, solide, sécurisée, maintenable, enfin tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière du code en production, ça se discute. Donc il y a ceux qui disent bah non, parce qu'un langage naturel n'est pas un langage de programmation et ne le sera jamais. S'ajoutent des notions de responsabilité. Ok, on confie à des agents, mais ils consomment énormément et on n'a plus l'expérience directe du code, tout comme les réparateurs de voitures ou de mécanique ont juste des écrans de pilotage et ça contrôle des microprocesseurs qui contrôlent le moteur. Bah, nous, c'est pareil. Je vous conseille la lecture de ce petit bouquin, Éloge du carburateur, où il fait l'expérience de retourner dans un atelier et essayer de reprendre la main sur la mécanique, en fait. Parce que du coup, on est moins libre de faire les choses. Ce code est devient commodité qui est un simple contexte pour l'IA, alors que pour les humains, mais il a fallu le construire, il a fallu reconstruire toute une culture autour du code. C'est pas arrivé comme ça, et il a fallu qu'on se trompe, qu'on essaye, qu'on invente plein de langages, et c'est une culture qui s'est entretenue. Cette culture, en fait, on la retrouve dans le code. Donc, ce code est un vecteur culturel de choses qui ont été pensées, critiquées, approuvées, désapprouvées, rediscutées, ont évolué, ont peut-être régressé à certains moments. En tout cas, il y a énormément d'interventions humaines derrière et avec une histoire dont j'ai parlé en plus. Et que ceux qui aujourd'hui font plus partie de ce monde, certains ont laissé quand même des traces dans les algorithmes qu'ils ont produits, les compilateurs, les langages différents des systèmes. Voilà. Et tout ça forme une vraie culture, une culture pour les humains qu'on retrouve dans des artefacts qui ne sont pas le code lui-même, mais des livres sur le code, ou la librairie, des podcasts sur le code, je vous le conseille vraiment. Et même des expositions sur le code. Donc ici, Thomas Petricek a fait tourner une exposition, elle est aux États-Unis en ce moment, sur la culture de la programmation. Et on oublie qu'on vient de cette culture et que cette culture est tout le temps là. Il y a différents étages à cette culture. On vient des maths, essentiellement, mais aussi il y a une culture du piratage, qui n'est pas inintéressante, il y a une culture de l'ingénieur, et derrière une culture de la gestionnaire, des gens qui vont gérer le code lui-même produit et gérer ceux qui produisent du code. Et aussi de la sous-culture. Et là, en lisant le bouquin qui est au format PDF, d'apprendre que, par exemple, HyperCard
qui est un logiciel qui tournait justement sur les vieux Macintosh ou les Apple II, qui est une espèce de, c'est pas tout à fait un tableur, c'est pas tout à fait, c'était vraiment les débuts des interfaces graphiques, a été conçu par ce monsieur Bill Elkinson, qui était en descente ou en montée, je sais pas, d'un trip sous acide. C'est génial. Bref, cette culture, et il faut qu'on la transmette. Et c'est pas les agents, les IA qui vont vraiment la transmettre à notre place. D'où qu'il faut la nourrir, la cultiver, la partager, continuer de faire des choses qui ne marchent pas, continuer de coder, d'avoir au moins des idées de code, c'est sûr. Et dans ces culture commune, il y a quand même une petite entorse, c'est cette dette qu'on a mis parce que c'est inhérent de toute façon à l'écriture de n'importe quelle ligne de code. Ça me donne l'occasion de parler on connaît la dette technique, mais en plus, et avec la généralisation de l'emploi d'agents pour le générer, on est en train de créer d'autres formes ou d'amplifier plutôt que de créer, d'amplifier d'autres formes de dette cognitive, puisque si on lit plus de code, on n'a plus besoin de le comprendre, mais est-ce qu'il est encore compréhensible? C'est le problème. Et dette d'intention, pourquoi on a voulu faire ce code? Et qu'à un moment, tout ça va être de la connaissance qui va se perdre. On peut s'en sortir avec des approches de tests, au-delà du test unitaire, des tests qui servent à révéler des choses, qui peuvent révéler l'intention et révéler aussi la façon dont on a organisé le code. Et la façon dont on a organisé le code, c'est la façon dont la société, l'entreprise qui l'a produit est elle-même organisée. Et qu'il faut garder trace de ça pour comprendre les choses. Il y avait un petit laïus sur la dette logicielle. Alors, ceci a été écrit, j'aurais dû mettre un symbole avec l'aide d'une IA. J'ai trouvé, puisqu'on est ce code étant une chose publique, la dette dans le code est elle-même une dette publique. Et quand on parle de dette publique, on parle d'emprunt, on parle d'État endetté, de gouvernement endetté. Donc pourquoi pas, nous aussi, en tant que développeurs, de se mettre de penser une gouvernance généralisée de la dette, et notamment dans ce code qui alimente les LLM et qui les alimente mal, parce que si vous demandez à un LLM de juste écrire une solution, j'en ai fait plein de fois l'expérience, code-moi telle fonction, vous lui dites rien, il va faire un code de qualité très moyenne parce qu'il a été entraîné comme ça. Alors, tout dépend des exigences de chacun, évidemment. On ne se projette pas assez dans la dette. On pense trop dans l'immédiat. Du coup, cette dette s'amplifie, se résorbe pas. Alors que, par exemple, aujourd'hui, avec le changement climatique, on réfléchit à des solutions pour limiter les effets de ce qu'on a produit des années avant. Pourquoi ne le fait-on pas dans le code? C'est une question parce que c'est pas encore, le code est peut-être pas encore assez perçu comme un bien commun, mais ça va forcément. Et pourtant, tout est là qui le prouve, mais ça changera peut-être. Il y a juste aussi la dernière dimension du code, c'est celui qui va traverser le temps, plus ou moins bien, qui va plus ou moins bien vieillir. C'est quand même donc quelque chose le code qui façonne nos sociétés, qui est destiné à rester d'une certaine manière. Dans un grand nombre de logiciels, ça évolue pas très vite, alors que la dette, on la paye très très rapidement et que du legacy, c'est même pas du code d'il y a 2-3 ans, c'est du code d'il y a 2-3 mois. Donc investir dans cette dette, c'est vraiment pour un bien commun du code, je pense quelque chose qu'il faut régler vite. Pourquoi pas des mécanismes carrément institutionnalisés? Bon, ça c'est des délires de l'IA, mais j'y tiens, marrant, un budget carbone de dette technique. Enfin, comme le budget carbone, un budget de dette technique, on ferait payer, on aurait un principe de pollueur-payeur. Pourquoi pas? Pollueur qui consomme trop, qui génère trop de bugs.
ou des jours dans les entreprises, on est consacré uniquement à la résolution de la dette. Ou dans la projection du futur, des gens qui se constituent en disant « moi je suis la personne du futur, et dans le futur il y a des trucs que je ne veux pas voir. Et je voudrais que les gens du passé, enfin de mon passé, les règlent avant que le futur n'arrive. » Merci, je n'ai pas le temps de finir. Merci, et si vous avez une ou deux questions, ça a eu plaisir. Merci beaucoup.